C'est exactement comme dans Les Dents de la Mer, le génie de Spielberg, c'était de ne jamais montrer le requin. Oui, la petite musique qui va avec, et puis voilà. Et oui, le requin, il était... Alors ça a traumatisé des générations de gens, ce film, y compris ma femme qui n'ose plus aller se baigner dans la mer si elle voit pas ses pieds. Toujours le truc de... Salut Giacomo, Salut Marie. comment ça va? Bien, Super, qui es-tu? Dis-moi. je me le demande. Je suis psychologue et hypnothérapeute. C'est un type d'hypnose très précis ou pas? Hypnose ericksonienne, hein, on appelle ça comme ça, ouais. Ouais. Et dans l'hypnose ericksonienne, il y a encore plein de types d'hypnose très Ok. précis. Notamment, moi, il y a un truc qui est bien mon truc quand même, c'est la conversation hypnotique. Oui. C'est-à-dire parler avec des métaphores, discuter avec les gens et glisser dans la conversation des petites graines qui vont peut-être les aider ou pas. Mais de temps en temps, il y a des graines qui poussent et d'autres qui poussent pas. Celles qui poussent pas, c'est pas très grave. Il faut se concentrer sur celles qui poussent et puis on continue d'arroser celles qui poussent. Tu vois, là, je suis en train de faire une métaphore de conversation hypnotique, par exemple. Ok, d'accord. Et la personne qui vient en consultation chez toi, elle sait que tu utilises aussi ces pratiques-là et que c'est mixé Pas ou forcément. Non, Ok. c'est pas une obligation du tout. Au contraire, ça pourrait peut-être même presque gêner parce que parfois il peut y avoir un peu de méfiance par rapport à l'hypnose. Tu sais, il y a l'hypnose de show avec Mesmer par exemple et on voit, ça n'a rien à voir. Tu vois, mais parfois les gens ont l'impression que si je leur dis on va faire de l'hypnose, je vais leur demander de faire le poulet en slip dans le couloir, tu vois. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, l'hypnose de show, c'est plus, ça se rapproche plus de la prestidigitation, tu vois. Oui, donc là, tu l'as imbriqué dans ta pratique de psychologue. Ouais. Voilà. Ok. Petit sujet de psychologie. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Tu saurais dire ça en quelques mots? C'est vaste comme question, mais globalement, une émotion, si je devais faire bref, c'est quelque chose qui va nous mobiliser physiologiquement. Hein. Donc ça passe d'abord par l'esprit, on va dire, et puis ça met notre corps dans un certain état, bien souvent pour le préparer à réagir. C'est-à-dire, par exemple, la peur. Hein, on va prendre la peur, c'est une des émotions de base. Donc la peur avec objet, c'est-à-dire pas l'angoisse, hein, mais on y reviendra après. La peur, c'est quand tu es dans la forêt et que tu vois un ours, tu as peur. Enfin, normalement, si tu es normalement constitué. Et donc, tu vas avoir un bon shoot d'adrénaline qui va passer par ton corps, qui va te donner la force de courir à 35 km/h peut-être, plutôt qu'à 10. Et là, ça passe peut-être même pas par le cerveau aussi. C'est vrai que ça passe quand même par le cerveau, parce qu'en gros, tout passe par le cerveau quand même, mais pas par les mêmes circuits. Ok. Et est-ce qu'on peut parfois, si on parle de dysfonctionnement, rester coincé seulement dans la tête ou seulement dans le corps, dans la façon dont on perçoit nos émotions? Ouais, tout à fait. Je pense qu'une bonne partie de nos problèmes viennent du fait qu'on n'arrive pas vraiment à identifier nos émotions pour ce qu'elles sont. Il y a par exemple un psychologue dans les années 70 qui a émis une théorie, c'est H, je crois, je ne vais pas dire une bêtise, mais sur la théorie attributive des émotions. Alors c'est intéressant parce qu'en fait on s'en rend pas compte, mais on confond souvent nos émotions. Par exemple, on peut prendre par exemple de la colère pour de la peur ou de l'amour pour de la colère par exemple. Et des fois on fait un peu n'importe quoi parce que on confond nos émotions et du coup il y a un intérêt évident à les rencontrer parce qu'on a du mal à identifier ce qu'on ne rencontre pas, n'est-ce pas? Oui. Et du coup, on a tout à gagner à bien rencontrer nos émotions, bien les identifier pour savoir si vraiment c'est de la colère ou si vraiment c'est de la peur. Parce que bon, un ours dans la forêt, ça n'arrive pas tous les jours qu'on en croise un. En revanche, il nous arrive assez souvent d'avoir peur, mais là, généralement, c'est pas de la peur, c'est de l'angoisse. C'est pas la même chose. Là, c'est quoi la différence? Pour reprendre l'exemple de l'ours, quand tu es dans la forêt et que tu croises un ours, la survie darwinienne te demande de prendre tes jambes à ton cou et de te sauver. Donc là, c'est très adapté. Oui. Mais l'angoisse, c'est quand tu habites à 50 km d'une forêt, par exemple,
et que tu as entendu le postier dire au boulanger qu'il paraît qu'on a vu des ours dans la forêt et que du coup, peut-être qu'ils pourraient sortir de la forêt, faire 50 km, venir à ta porte, et que là, du coup, tu refuses de sortir de chez toi, parce qu'en fait, c'est de la peur sans objet. Là, l'ours n'est pas là. Tu vois. Ok, avec tout l'imaginaire qui crée l'objet à la place de l'objet réel. Et oui, sachant qu'en plus, généralement, on a beaucoup plus peur de ce qu'on ne voit pas. Parce qu'on on s'en fait une représentation qui est amplifiée par l'imagination. L'imagination amplifie tout, d'une certaine façon. Les bonnes choses et les mauvaises. Et donc les émotions, selon toi, elles sont toujours déclenchées ou en lien avec le réel ? Pas forcément. Ça peut être un souvenir, par exemple, qui déclenche chez toi une émotion, donc quelque chose du passé, ou ça peut être aussi quelque chose de l'avenir qui t'exalte, par exemple, ou tu penses, je sais pas, aux prochaines vacances et tu te dis ça va être super, et là tu ressens de la joie, et c'est pas réel, mais ça déclenche quand même un état physiologique particulier chez toi, quoi. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. On a forcément à gagner à avoir de bonnes compétences d'identification des émotions qu'on vit, etc. Comment on fait pour identifier ces émotions au moment où elles nous traversent ? Bah déjà, il faut les rencontrer. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut les vivre et non les fuir. C'est souvent ce qu'on fait tous, tu sais. Moi, j'entends beaucoup dans notre monde occidental dire que, par exemple, il ne faut pas pleurer, par exemple. Il ne faut pas pleurer. Ou quand quelqu'un se met à pleurer, on dit « ne pleure pas ». Déjà, je me demande où c'est écrit ça, qu'on n'a pas le droit de pleurer, parce qu'en fait, moi je sais pas, mais moi quand je suis triste, je pleure, hein, je laisse venir les larmes, ce sont des larmes. C'est de l'eau salée hein, qui roule sur nos joues et qui veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on est triste. Donc fuir cette tristesse, c'est l'amplifier. Donc la rencontrer en revanche et la vivre. Et tu sais, on parlait des morceaux de musique, par exemple, un morceau de musique qui te fait pleurer, eh bien, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'en fait, ça va être quelque chose qui va t'aider à rencontrer ton émotion. On connaît tout ça, le fait, un jour, t'es triste, il y a quelque chose qui te contrarie, il y a un vrai événement qui t'est arrivé, etc. Et tu sens que ça sort pas, mais si tu as de la chance d'apprécier la musique et que tu écoutes telle ou telle musique qui, toi, te fait particulièrement pleurer, il faut le faire. Il faut rencontrer cette émotion. Il ne faut pas la brimer, il ne faut pas la cacher, il ne faut pas la contenir parce que ça va l'amplifier. C'est un peu comme la colère. Hein. La colère, c'est pareil. Tu sais, on contient beaucoup. Alors je ne dis pas qu'il faut tout casser, mais on le verra peut-être, on en parlera tout à l'heure. C'est bien de tout casser dans sa tête quand même. Oui, ouais, mais là tu parles de ne pas résister et même se laisser aller dans cette émotion. Avant d'être capable de ça, d'ouvrir la porte, de lui faire de la place, il faut être conscient qu'elle est là et savoir ce que c'est. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une façon de s'entraîner à ça, des choses auxquelles être attentif pour en être bien conscient? Comment est-ce qu'on progresse dans ce domaine-là? J'ai l'impression que c'est des choses de toute façon qui ont toujours accompagné l'être humain et que c'est plutôt des choses qu'on a désappris plutôt que quelque chose qu'on devrait apprendre. À mon avis, c'est plus lié à une histoire de dépouillement, de conditionnement dans lesquels on a été. Je te disais tout à l'heure qu'on apprend dans notre monde occidental que c'est pas une bonne chose de pleurer, qu'il faut pas pleurer, qu'il faut pas montrer qu'on est triste, faut pas montrer sa vulnérabilité, par exemple, etc. Moi, je trouve que si on s'autorisait un peu plus à exprimer notre vulnérabilité, les gens se sentiraient plus détendus parce qu'on est tous vulnérables. Donc faire croire, je dirais, sous une forme de consensus qu'il faut être fort tout le temps, en toutes circonstances, c'est pas très comment je dirais, réaliste. Ok. Et si je suis d'un naturel un peu anxieux, stressé, inquiet, c'est pas vraiment une émotion, on le différenciait tout à l'heure de la peur, mais je fais de la place aussi à ça. Il y a un moment où ça devient peut-être trop envahissant ou trop présent. Comment est-ce que... Les angoisses, ça devient très vite trop envahissant, c'est vrai. Ouais. Parce que comme il n'y a pas d'ours, l'ours, il est partout du coup.
Et en même temps, je ne vais pas être insouciant. Donc il en faut un petit peu. Et pourquoi? Pourquoi pas? Si je traverse la rue en me disant de toute façon il m'arrivera rien, c'est pas une bonne idée non plus. Non, c'est vrai, il y a des choses qui t'appartiennent et d'autres qui t'appartiennent pas. En fait, je pense que l'idée de savoir identifier les choses qui t'appartiennent de celles qui t'appartiennent pas, ça te permet de te dire, bah là, ce qui m'appartient pour rester en vie, c'est quand même d'attendre que le feu passe au rouge pour les voitures avant de traverser la rue et éventuellement même de regarder à gauche à droite en traversant. Ça t'appartient. Par contre, si tu traverses la rue, que tu as tout bien fait, qu'il y a un piano à queue qui te tombe dessus, ça t'appartient pas. Tu vois? Oui. Et l'angoisse, tu l'as dit, ça devient très vite envahissant parce qu'il y a un truc qui est vraiment caractéristique de l'angoisse, c'est que c'est de la peur sans objet et que du coup, elle est sur un écran de cinéma dans notre tête. On dit des fois d'ailleurs, hein, je me fais des films. Hein. Oui. Nous-mêmes, on emploie des métaphores des fois sans s'en rendre compte. En fait, ce qui nous angoisse, c'est ce qu'on refuse de rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui amplifie largement l'angoisse, c'est la fuite. Quand tu regardes en face l'objet de ta peur, quand il est là, parce que du coup, la peur sans objet, ça n'a pas lieu d'être finalement, puisque le truc n'est pas là. Quand tu te rends compte que c'est de la peur sans objet, et que quand tu regardes l'objet, il disparaît instantanément puisqu'il n'est pas là. Et bien là, l'angoisse est levée. Parce que le simple fait de te dire, mais moi, le film ne me plaît pas, donc j'arrête. Ça m'est arrivé une fois de quitter une salle de cinéma, parce que j'aime bien le cinéma quand même. Et j'aime bien les nanars aussi, donc des fois, ça m'arrive de rester jusqu'à la fin, parce que j'aime bien savoir la fin. Oui. Mais une fois, je suis parti avant la fin, parce que le film était vraiment nul. Bon, bah là, le film que toi, tu te passes sur ton écran de cinéma dans ta tête, tu peux choisir de partir avant la fin du film aussi, hein, et puis te dire, c'est nul. Et l'hypnose, par exemple, elle aide à être soit un meilleur réalisateur de film, soit un spectateur un peu plus aux commandes qui se dit je reste pas. Oui, totalement. Parce que surtout le croisement entre l'hypnose et l'auto-hypnose. En fait, l'hypnose, moi, ce que je fais en hypnose avec les gens, c'est que souvent je leur apprends à faire, je leur montre un peu comment faire. On identifie ces choses-là, hein, l'angoisse, c'est une peur sans objet, l'ours, tout ça, enfin, ils comprennent qu'il y a quelque chose à faire sur ce terrain-là. Et puis, après, ils peuvent le faire eux-mêmes, tout seuls chez eux, où ils veulent, en auto-hypnose. Tu peux citer un exemple concret de petit exercice que tu leur apprends et qui s'approprient après? Par exemple, la maison intérieure, c'est un truc que je fais très très souvent avec eux. Qu'est-ce que c'est que la maison intérieure? Tu fais bien? Oui, tu l'as tellement bien fait que j'arrive pas à m'arrêter de rire. Non, mais oui, ça c'est un truc que je fais très souvent avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est surangoissé, parce qu'on se laisse dominer par ces angoisses, il y a un truc dont on a besoin en premier lieu, c'est le besoin de sécurité. Ouais. On a besoin de se sentir en sécurité. Donc là, tu vois, c'est pas tellement une émotion, c'est plutôt un ressenti, un sentiment. Donc là, je travaille avec eux on fait ça ensemble. Je leur dis, écoutez, imaginez une pièce dans laquelle que vous allez décorer vous-même, dans laquelle vous allez placer tous les objets qui pour vous représentent la sécurité. Ça peut être un doudou qu'ils avaient quand ils étaient petits, même s'ils l'ont perdu, ils s'en souviennent. Ouais. C'est toujours accessible. Ça peut être un canapé sur lequel ils aimaient bien s'allonger, qui n'existe plus peut-être, mais ils peuvent le réinvoquer, le faire exister à nouveau. Ça peut être une couleur particulière. Les murs peuvent être peints de cette couleur-là, par exemple. Ça peut être un tas de choses. En fait, l'imagination n'a pas de limite. D'ailleurs, je pense que quiconque angoisse dans sa vie, je pense que c'est quand même beaucoup de monde. Je sais de quoi je parle. C'est pas à la fac que j'ai appris ce que c'était les angoisses, ça c'est plutôt dans la vie. Je suis comme tout le monde. Et en fait, le fait de commencer à réinvestir un espace intérieur qui vraiment va être teinté de tous les ingrédients de la sécurité, va invoquer la sécurité. Et à force de le faire, notre cerveau il va apprendre à passer par les chemins neuronaux qui activent la sécurité plutôt que l'angoisse. Oui. Donc c'est d'entraînement, c'est un peu comme du sport, quoi. Mais ce qui me perturbe un peu, c'est qu'on se sert du même argument, soit pour virer l'angoisse, soit pour créer la sécurité. On dit l'angoisse, elle est que imaginaire, donc on peut la jeter facilement. Et la sécurité, c'est super, elle est imaginaire, on va la créer, mais on peut la ressentir vraiment. Mais tu remarqueras que l'angoisse, le premier truc avant c'est pas qu'on la jette justement l'angoisse, c'est qu'on la rencontre. Ok. Tu vois, en fait, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'en fait, avant de jeter quelque chose, il faut d'abord considérer que c'est là. Oui. Donc là, effectivement, le fait de
d'identifier qu'il existe quelque chose qui t'angoisse et de le reconnaître et de te dire, bah là, il y a quelque chose qui m'angoisse. Invoquer la sécurité, ça vient dans un deuxième temps parce que tu dis, ben moi, du coup, là, ça m'angoisse, moi j'ai besoin de sécurité. Et du coup, le circuit se fait tout seul. Il y a quand même Jean-Martin Charcot qui disait, il y a 150 ans, imaginer, c'est comme faire pour le cerveau. Oui. Il était neurologue, lui, à l'époque. C'était le mentor de Freud, quand même. Alors, c'est pas que Freud, c'est mon idole, loin de là. Mais bon, disons qu'il a inspiré quelques personnes. Et il disait, imaginer, c'est comme faire. C'est vrai qu'en fait, on comprend, même à la lumière aujourd'hui des progrès qu'on a fait en observation de l'activité cérébrale avec les IRM, toutes les machines qu'on a pour observer le cerveau, je dirais, en fonctionnement. Eh bien, on se rend compte que c'est clair que évoquer, c'est invoquer, quoi. Et c'est assez magique, ça, finalement, dans plein de domaines de la vie, parce que c'est magique dans le soin, parce que quand même, ça peut être très utile. Et puis aussi dans la vie de tous les jours, parce qu'en fait, une angoisse, c'est évoquer quelque chose de terrible, et d'une certaine façon, bah, c'est faire comme si c'était là, mais même s'il n'y a rien. Oui. Donc évoquer, c'est invoquer. Sauf que ça provoque des réactions physiologiques réelles. Peu importe que et ça provoque, bien évidemment, parce qu'en fait, comme ton cerveau, c'est le chef d'orchestre, eh bien, lui, il va te dire, attention, il y a un ours, alors qu'en fait, il n'y a pas d'ours. Oui. Donc, ton corps, il va mobiliser des neurohormones, ça peut être donc de l'adrénaline, de la dopamine, du cortisol aussi, parce que le cortisol, c'est l'hormone de l'angoisse par excellence, quand même, mais il n'y a pas d'ours. Donc toutes les hormones, elles sont là, mais il n'y a toujours pas d'ours. J'ai entendu une histoire comme ça, il n'y a pas besoin d'IRM, c'est d'un ouvrier qui avait vu un énorme clou géant passer à travers sa chaussure et qui hurlait de douleur, qui est allé jusqu'aux urgences, etc. Bref, je la fais courte et je spoil. Les mecs ont découpé la chaussure et en fait le clou était passé entre ses orteils, mais son pied n'était pas blessé. Ah, oui. Il a ressenti physiquement la douleur. Et oui, bah, tu vois, en fait, l'image qui se faisait de ça était plus forte que la sensation qu'il avait. Parce qu'en fait, ça lui a fourni la douleur alors que ça n'était pas passé à travers son pied. C'est vachement intéressant comme histoire. Ça me rappelle, tu sais, les histoires avec le membre fantôme aussi. Tu sais, il y a par exemple, on met quelqu'un avec un faux bras. C'est drôle cette expérience. Oui, il y a un faux bras, il y a une fausse main et il y a une vraie main. Et en fait, et au bout d'un moment, on tape sur la fausse main et la personne a une réaction de douleur alors que c'est pas sa vraie main, quoi. Oui, et elle est poilante cette vidéo. Oui, c'est drôle. C'est une main en caoutchouc. Oui. Et ça fait vraiment et en plus, ça se voit bien que c'est une fausse main, quoi. Non, mais c'est ça qui est amusant quand même. Oui, du coup, l'inverse est vrai. Il peut y avoir les raisons d'une vraie souffrance physique qu'on peut atténuer ou alléger en suscitant les bonnes conditions. Parce que derrière tout ça, il y a cette espèce d'alchimie de neurohormones aussi qui tourne et que tu peux mettre à ton service plutôt que d'en être l'esclave. Ton cerveau, c'est toi qui le commande. C'est pas lui, normalement, qui te commande. C'est un peu les deux, mais quand même, j'entends souvent des gens me dire « c'est plus fort que moi ». Mais c'est leur cerveau, donc en fait, ils peuvent lui parler, sans vouloir paraître trop perché. Mais c'est un peu pressurisant de se dire je suis censé être aux manettes, il faut que je le dirige tout le temps. On peut aussi se laisser aller, non ? Complètement, mais le truc, c'est que tu vas voir que plus tu vas arrêter de vouloir contrôler ce qui ne t'appartient pas, et plus se laisser aller, ça va être contrôler ce qui t'appartient. Oui, je voulais revenir sur ça. Comment est-ce qu'on peut le travailler, cette capacité de discerner ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas ? C'est une bonne question. En fait, c'est simple. Le piano à queue qui te tombe sur la tête, ça ne t'appartient pas. Ce que les autres pensent de toi, ça ne t'appartient pas. Ce qui va se passer demain, ça t'appartient un peu, parce que tu peux prévoir des choses, mais tu pars en vacances, tu crèves un pneu, ça ne t'appartient pas. Tu pouvais aussi vérifier tes pneus avant de partir. Ça t'appartient. En fait, il y a tout un tas de choses que tu peux initier par toi-même, mais grosso modo, rien ne se passe jamais comme prévu. Ça, il faut bien l'admettre. Mais c'est pas grave, parce que tu peux avoir confiance dans le fait que tu vas toujours trouver des solutions d'adaptation, etc. Et j'ai envie de dire que, quand les stoïciens disent un truc intéressant qui est un peu difficile à saisir, mais ils disent tu dois désirer ce qui t'arrive. C'est très compliqué à comprendre parce que quand il t'arrive une tuile... Non, pas avant. Non, au moment, quand c'est là, en fait, et que tu n'as pas d'autre choix. Alors là, je prends un petit exemple léger. Il y a des exemples beaucoup plus graves. Mais tu crèves un pneu sur la route.
c'est pas la peine en plus de te casser les mains à taper sur le volant. Parce que ça va pas changer ton pneu. Et ça, essayer de composer avec ça, c'est pas facile parce qu'il y a des épreuves très lourdes dans la vie. Et franchement, des fois, on ne veut pas les accepter parce qu'en fait, on se dit c'est inacceptable. Et c'est vrai que moi qui bosse avec des gens qui ont des cancers, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Mais c'est là. Donc qu'est-ce qu'on fait et comment on évite de payer plusieurs fois le prix des choses? Et donc on revient au pneu, hyper concrètement. Ouais. Quelqu'un qui nous écoute, là, qui se dit « Ok, j'ai crevé le pneu, ou il s'est passé telle tuile. Je suis quand même super vénère ou frustré ou désespéré parce que je devais faire je sais pas quoi. Enfin bref, et en tout cas, une émotion très forte me traverse. C'est quoi ton conseil? Comment traverser au mieux cette situation-là? Je suis au volant de ma voiture, j'ai réussi à me mettre au bord. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, il faut commencer par changer le pneu. Tout simplement. Mais qu'est-ce que je fais de tout ce qui me... tu mets ton énergie dans le cric, dans les boulons, dans les trucs. Tu sais, il y a pas longtemps, j'ai trois fils et quand ils étaient petits, il y avait toujours un imprévu le matin. Évidemment, comme tout le monde, on était toujours en retard pour la conduite, machin, etc. Bon. Puis un matin, j'ai compris ça. C'est souvent dans les petites choses, c'est dans les petites épreuves qu'on comprend mieux les grandes, je trouve. Et parce que dans les grandes, on est aveuglé justement quand même par nos émotions. C'est très compliqué de pouvoir mettre du sens dans des choses horribles qui peuvent nous arriver parfois. Dans les petites épreuves, on peut s'entraîner quand même. Alors, chaque jour nous apporte son lot de petites épreuves. C'est une formation gratuite, d'ailleurs. Chaque jour, il y a toujours un petit truc, voire plusieurs. Mais un matin, je sais pas pourquoi, on n'avait jamais de bouteille de lait en verre, et un matin, il y a un de mes gamins qui prend la bouteille, on est super à la bourre, machin, etc. Il prend, paf, la bouteille de lait qui s'éclate par terre. Et moi, là, je suis comme tout le monde, je pète un câble, et je dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pendant que je râle, et pendant que tout le monde me regarde râler, je me dis, mais pendant que je râle, en fait, il n'y a personne pour ramasser le lait, quoi. Et en fait, tu vois, c'est un truc quand même qui m'a permis de comprendre que, oui, tu peux mettre du temps. Moi, je dis aux patients, il y a beaucoup de mes patients qui ont des cancers, qui ressentent énormément de colère, par exemple, et qui trouvent ça très injuste. Et je leur dis, vous avez le droit de ressentir ça. Vous avez le droit de ressentir de la colère, vous avez le droit de sentir ce sentiment d'injustice, etc. Mais enfin, il y aura un début et une fin. Mais quand vous voulez. Parce que pour l'instant, la colère, ça vous bouffe de l'énergie plutôt que vous en donner en réalité. Peut-être que ça vous en donne pour l'instant, mais il y a un moment donné où ça va vous en bouffer. Et puis, en colère, pourquoi? Parce que c'est injuste. Mais qu'est-ce qui est juste? Tu vois, il y a des leviers. Qui décide de tout ça? Est-ce que, si on le savait, on pourrait dire oui, je vais porter une réclamation, je vais envoyer une lettre de réclamation, mais à qui envoyer une lettre de réclamation? Et pourtant, je suis croyant, mais ça n'a aucun... En fait, ça nous dépasse, ça. Il faut bien l'admettre. Notre condition humaine, c'est que ces choses-là nous dépassent tellement qu'à la limite, il vaut mieux s'en remettre à quelque chose de plus grand, de plus large. Je dis pas, je fais pas du prosélytisme, mais tous autant qu'on est, je pense qu'on peut ressentir une certaine confiance à se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui nous entoure et qui va faire que les choses se passeront quand même bien. Et trop anticiper les choses, tu vois, par exemple, quand tu me dis comment on fait pour changer son pneu, en changeant le pneu, quoi. Donc ça, c'est plutôt le pouvoir de l'action. Se mettre en action. Je comprends ce qui me traverse, voilà. Ok, je suis allé à la rencontre de mon émotion, voilà. Et par contre après, j'agis. Et tu as le droit de râler, et tu as le droit de pester contre le monde entier parce que les pneus sont mal faits aujourd'hui, parce que c'est plus la même qualité qu'avant, parce que c'est ceci ou parce que c'est cela, et qu'en plus, c'est toujours quand tu es pressé que ça arrive, comme s'il y avait un bon moment pour crever un pneu, tu vois. Non mais tu vois les choses qu'on se dit sans même s'en rendre compte. Oui. Et ce sont des malédictions personnelles un peu, on s'en rend pas compte, mais ces choses-là qui nous passent par la tête, ce sont des choses qui vont plutôt mobiliser du cortisol, par exemple, tu vois, le cortisol qui est quand même quelque chose qui va plutôt te provoquer des réactions inflammatoires dans le corps. Donc si c'est trop souvent, ça fait beaucoup d'inflammation dans le corps, souvent. Ça peut aussi créer des douleurs articulaires, machin, etc. Bon, alors je dis pas qu'il faut sauter de joie quand on crève un pneu, mais il y a un truc que tu disais tout à l'heure, ça nous dépasse tellement qu'on ne se rend même pas compte à quel point, si ça se trouve, si on n'avait pas crevé de pneus, 10 km plus loin, peut-être qu'on était mort. Oui. Et ça, on l'envisage jamais dans notre façon de penser. Tout ce à quoi on a échappé. Exactement. C'était beaucoup de chance finalement. Si ça se trouve, c'était une chance. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Oui, on lâche sur ce qui ne nous appartient pas. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, comment identifier ça? C'est finalement chacun sa façon d'identifier ça. Je te dis aussi, on a cette impression qu'on contrôle les événements
les autres, mais c'est une illusion complète. C'est-à-dire qu'en fait, les autres, ils pensent bien ce qu'ils veulent, ils nous le diront peut-être pas d'ailleurs. Et puis, donc ça c'est du jugement, hein. Juger les événements qui arrivent, dire par exemple je suis maudit, c'est toujours quand je suis pressé que ça arrive, c'est du jugement, hein. Je pense qu'il y a une bonne façon pour commencer à distinguer et à relâcher les choses qui ne nous appartiennent pas, c'est peut-être réduire le jugement. Parce que, tu vois, par exemple, des fois quand on juge un peu les autres et qu'on dit « Oh, mais quand même, elle est sacrément culottée, celle-là, etc. » Bon, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête, on ne sait pas ce qu'elle a vécu avant, on ne sait pas. Donc, en fait, tout ça ne sert à rien, si ce n'est à nous bouffer de l'énergie. On peut le faire, mais j'invite à réduire le fait qu'on le fasse. Moi aussi, je le fais encore, mais plus je réduis ça, et plus j'ai le sentiment que le monde devient plus grand, qu'il y a plus de place. Quoi. Voilà, c'est ça. Et tout ce dont tu parles là, c'est des constructions mentales qui nous font du mal. Ouais. Dans se mettre en action pour réparer son pneu, est-ce que c'est pas ce truc de passer par du concret, matériel, par son corps, parce que je me sers de mes muscles tout à fait, pour faire ce changement, etc. C'est ça qui nous aide à sortir de la spirale un peu... exactement, ça fait une diversion. Et ça nous empêche de tout mentaliser comme on a tendance à le faire, d'essayer de poser un sens sur toute chose. Les choses n'ont pas de sens en soi, mais nous sommes des êtres de sens. Donc en fait, on a besoin de mettre du sens sur ce qui nous arrive, parce que sinon c'est un point d'interrogation et on n'arrive pas à vivre avec des points d'interrogation. Donc ok, on le fait, mais la façon dont on le fait peut se travailler. Parce que parfois, c'est des sens extrêmement délétères qu'on pose sur les événements, les gens, les choses, etc. Et en fait, ça nous fait plus de mal que de bien. Donc après tout, on a le droit de se dire ce qu'on veut à partir du même événement, hein. Tu prends des événements, tu prends la cérémonie des JO par exemple, tu demandes à chacun ce qu'il en pense, chacun va te sortir un truc différent de sa perception, chacun l'a perçu complètement différemment. C'est clair. Hyper subjectif. Ouais. On a pas mal parlé d'émotions qui ne sont pas agréables à vivre. On peut s'amuser aussi ou se faire plaisir juste en imaginant des situations joyeuses pour la ressentir vraiment, même si c'est pas en train de se passer là maintenant. Exactement. Je pense qu'il y a peut-être même pas mal de gens qui le font déjà. Tu sais, des fois, il y a ce truc où quand tu es dans une situation un peu embarrassante, il faut imaginer les gens tout nus. T'as déjà entendu ça? Ouais. Tu sais, c'est pour réduire un peu ce truc d'appréhension, etc. Il y a des gens qui ont peut-être déjà entendu ça et qui peut-être le font aussi. Mais il y a des choses qui peuvent être, comme évoquer, c'est invoquer. Il y a des sentiments très agréables que tu peux évidemment évoquer et du coup invoquer. C'est-à-dire que là, à contrario de ce dont on parlait au sujet des angoisses, plutôt que de générer un shoot de cortisol ou de neurohormones qui sont en forte dose un peu toxiques, là, tu vas commencer à sécréter de la sérotonine, de l'ocytocine. Tout ça gratos encore, hein. Mais bon, je me dis pas, je vais me rappeler un souvenir joyeux pour avoir un petit peu de sérotonine. Non, tu te le dis pas, mais tu peux te dire, je vais me rappeler un souvenir joyeux, tout simplement. Et ce qui va se passer, c'est que si tu te rappelles un souvenir joyeux, naturellement, tu vas te mettre à sourire. Et un sourire, c'est tout bête, mais c'est un shoot de sérotonine et d'ocytocine. C'est très intéressant parce que c'est d'ailleurs le pouvoir du sourire aussi. Alors, sourire quand on n'a pas du tout envie de sourire, je le conseille pas forcément. Quoique, dans ce truc de stoïcien un peu, il y a un truc bizarre. J'essaye de comprendre, hein, ça, je suis pas encore arrivé au bout de mes recherches à ce sujet-là, mais il y a un truc, tu sais, il paraît que James Bond, c'est un stoïcien, d'accord? Et dans tous les James Bond, que tu remarqueras que quand le mec, il est attaché la tête à l'envers au-dessus d'un lac avec des requins et des flammes, il arrive quand même encore à sortir une petite blague. Oui, c'est vrai. Et c'est très étrange ce truc de genre, non, c'est moi qui gagne quand même, parce que moi, tu vois, ça me fait rien, en fait. Donc c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là où on peut se rendre compte parfois que le stress, c'est contagieux, parce que tout ça, là aussi, on parle de neurones miroirs, etc. On refile son stress aux autres, on se le refile entre nous, etc. Si là, maintenant, dans la pièce, on fait rentrer une personne qui est surstressée, elle va stresser tout le monde. On va le sentir. Ouais. Donc, parce qu'elle, elle sécrète du cortisol, mais nous, du coup, elle va nous faire sécréter du cortisol, etc. Bon. Si tu rentres dans une boutique et puis que, tu sais, tu es poli, bien élevé, ça se voit tout de suite, tu tiens la porte à la personne qui est derrière toi, tu lui fais un petit sourire,
elle te rend un petit sourire, et bien là, en fait, vous vous échangez de la sérotonine. C'est-à-dire qu'elle va sécréter la sérotonine, tu vas sécréter la sérotonine, hormone du plaisir, du bonheur, du bien-être. Et tiens-toi bien, ce qui est absolument dingue, c'est que si des gens... Oui, accroche-toi. J'ai peur. Si des gens... Imagine une boutique où il y a plein de monde, et les gens ne regardent pas directement cette scène-là où tu tiens la porte, c'est une scène a priori anodine. Mais si dans le champ visuel d'autres personnes apparaît cette scène-là, et ben leur cerveau aussi va sécréter de la sérotonine, même s'ils ne prêtent pas attention directement à la scène. Parce que le cerveau, c'est un mystère. Hein, et que, en fait, dans le nombre de choses que tu perçois, il y a plein de détails. Ok, trop bien. C'est chouette, hein? Ouais, j'adore. Et du coup, c'est contagieux aussi, la bienveillance. Oui. Ouais, tout est contagieux. Ah oui, on se refile un max de trucs. Mais du coup, l'entraînement qu'on peut faire pour soi, il peut être mis après spontanément en fait, au service des autres de cette façon-là. Eh ben ouais, tout à fait. Parce que une autre phrase de stoïcien que j'aime bien, c'est Épictète. Ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais il dit se rendre heureux est un devoir. Alors, franchement, grosse pression là. Ouais, je sais, mais au début, je voulais pas l'accepter parce que je travaillais en cancérologie et que je me suis dit mais comment je vais pouvoir travailler avec ça moi, c'est pas possible, comment je peux. Et pourtant, en fait, quand tu prends les choses le plus simplement possible et que tu observes bien ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas, et que tu fais ce ménage, ce nettoyage où tu vas pas te rajouter des sens toxiques qui vont générer du cortisol, etc. Si tu fais les choses, j'appelle ça moi de l'alter-égoïsme. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais si je pense à moi, je suis égoïste. » Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, sans être sombré dans le plus crasse des individualismes, etc., où c'est tout pour moi, et moi, il faut que tout soit parfait dans ma vie, etc. Non. En fait, si tu as une hygiène de vie qui te permet de te lever le matin et de sourire aux gens quand tu leur tiens la porte dans une boutique, tu vas donner beaucoup d'amour autour de toi. Oui. Et en fait, je crois que c'est un devoir. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Je crois que ça compte beaucoup. Il faut l'explication de texte avec la phrase. Mais c'est ça. Mais ça, j'ai pas compris ça, moi, au début. Je me suis dit, c'est un peu simpliste. Mais en fait, si tu... Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir de technique particulière pour suivre les gens que je suis. Je suis juste moi-même, mais je travaille à ne pas avoir le seum. T'as un diplôme quand même. Bah non, je déconne. Ouais. Tu veux le voir? Mais en réalité, si tu veux, à chaque fois, j'ai l'impression que quand tu découvres de nouvelles choses, ça te donne l'étendue de tout ce que tu ignores encore. Et à chaque fois, c'est plus grand encore. Donc, croire que tu sais, c'est vraiment le plus gros piège dans lequel tu peux tomber. Donc, s'il y a une seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, ça m'aide à rester naïf, tu vois, ça m'aide à me rendre heureux, parce que des fois, le matin, quand tu te lèves, tu as l'impression que tu sais exactement comment la journée va se passer, mais en fait, ça, c'est une illusion aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est rassurant. Ouais, alors, dans un premier temps, ça semble rassurant, ça te donne une notion de contrôle, mais en réalité, c'est anxiogène, parce que quand quelque chose vient se mettre dans les rouages de ce que tu avais prévu, ça te coûte beaucoup plus cher. Oui. Si tu t'attends à rien, comme disait Dewey dans Malcolm, t'es pas déçu. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Non, la phrase de Dewey dans Malcolm, c'est « Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. » Ça m'avait fait rire. Mais oui, non, mais en effet, cette notion d'alter-égoïsme, là, tu sais, ce truc de... C'est pas penser qu'à soi, mais c'est avoir une bonne hygiène. Tu sais, c'est un peu comme... prendre une douche le matin, te laver, te brosser les dents, etc., c'est pas seulement pour toi que tu le fais. C'est aussi un peu pour les autres, parce que si tu prends le métro et que tu t'es pas lavé depuis un mois, franchement, c'est pas sympa pour les autres. Ouais. C'est un peu la même chose, au fond. Tu vois? Ok. Et du coup, un bon outil pour cette, je veux pas dire hygiène des émotions, parce que c'est vraiment sous-sexy, mais... Ouais. Pour vivre pleinement ses émotions, pour les rencontrer quand elles sont là, pour les apprivoiser, pour se familiariser. C'est donc la maison intérieure. Tu peux nous raconter comment ça marche, comment on s'en sert, qu'est-ce que tu proposes avec ça? Bah en fait, comment c'est arrivé ça? C'est arrivé parce que
un jour, je suis tombé sur cette notion, tu sais, d'un autre stoïcien qui s'appelle Marc Aurèle, et qui parlait de citadelle intérieure. Et lui, ce qu'il disait, c'est que, en gros, hein, en toi, il y a quelque chose qui ne peut pas être atteint par rien. Il y a un truc irréductible, il y a un truc finalement d'une puissance extraordinaire dans laquelle tu peux trouver de la ressource quand on a besoin, etc. Et qui fait que c'est toi qui décides si les choses t'atteignent ou pas. Okay. En gros. Bon. Et au même moment, comme je suis croyant et je m'intéresse à la spiritualité aussi, etc., je suis tombé sur cette notion du royaume intérieur. C'est-à-dire, chez les chrétiens, ils disent le royaume de Dieu est en toi, et je me disais, bah, tiens, c'est marrant, moi je pensais que Dieu, il était dans le ciel, tu vois, enfin, les vieilles croyances, les vieux trucs. Bon, en vrai, ça faisait longtemps que je croyais plus ça, quoi, mais mais il y a ce truc il se passe un truc à l'intérieur de nous auquel on n'a pas accès, peut-être parce qu'on méconnaît l'existence de cet endroit. Voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être de la ressource à aller y chercher. Et puis après, je me suis rendu compte que le cerveau, même si il y a cette notion de spiritualité qui compte pour moi, et nous ne sommes pas que des machines, je crois, mais le cerveau, c'est quand même un sacré ordinateur. Mais un ordinateur dont on méconnaît totalement le fonctionnement, même aujourd'hui, avec toutes les études qu'on a fait, enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est encore un mystère pour nous. Et je me suis dit, c'est quand même marrant, parce qu'on compare souvent ça à un ordinateur hyper perfectionné. Et je sais pas toi, mais moi, si je vais acheter un ordinateur, eh bien, on va me le vendre avec un écran. Parce que sinon, tu peux pas t'en servir. Et chaque, tu sais, on appelle ça les icônes sur l'écran de l'ordinateur. Chaque donnée les ressources, hein, on parle même de ressources aussi d'ailleurs pour un ordinateur, de cet ordinateur sont accessibles à partir de l'écran grâce à des représentations, des icônes. Par exemple, pour les dossiers, c'est un petit dossier jaune. Pour, je sais pas, les photos, c'est une petite photo, machin, etc. Bon. Ce sont des représentations. Et sans ça, on n'a pas accès aux données. Et je me suis dit, mais puisque le cerveau, c'est un super ordinateur, peut-être que ce qui nous manque, au fond, c'est une espèce d'écran comme ça sur lequel projeter, parce que on l'a déjà, cet écran. Tu sais, on parlait tout à l'heure des angoisses. Je me fais des films, etc. Voilà. On se projette un film sur un écran de cinéma et on ne se rend pas compte que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est parce que c'est un écran, j'ai envie de dire, un peu en 4 dimensions, quoi. Puisqu'en fait, c'est à l'intérieur de nous, donc c'est pas vraiment en 3 dimensions sur un espace, mais c'est vraiment toute notre existence qui est conditionnée par cet écran. Et sur cet écran, en fait, ben, tu peux choisir d'y projeter un peu ce que tu veux. L'image, dans l'imagination, tu entends image. Et les images que tu choisis, eh bien, ce sont celles qui vont faire ta vie, quoi, d'une certaine façon. Donc si tu te projettes que des films catastrophes, bah, ta vie, ça va être beaucoup une catastrophe. Si tu essayes je sais pas toi, mais moi, comme je te disais tout à l'heure, si j'entends de la musique à la radio et que la musique me plaît pas, bah, je vais me lever, je vais aller éteindre la radio ou changer la station. C'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, on peut s'entraîner à remplacer des films qu'on se passe par d'autres choses. D'où cette notion de maison intérieure, parce qu'il m'a semblé que c'était un espace. Comment réinvestir l'espace qui est en nous et qui nous permet de contrôler ce qu'on peut vraiment contrôler, c'est-à-dire ce qu'on pense. Donc c'est un cinéma géant et tu choisis dans quelle salle tu vas aller. Exactement. Pour faire le film qui va avec l'émotion que tu as choisi d'aller explorer. Quoi. Et un film désirable surtout. Pas quelque chose que tu veux pas. Parce que ça, tu peux y faire quelque chose. Et curieusement, plus tu comprends que le monde extérieur, en fait, tu peux pas le contrôler. Tu peux le contrôler. Je peux saisir un objet, je peux me faire un café. Oui, tout ça. Et encore, le temps que j'aille faire un café, la cafetière peut être en panne. Tu vois. Je veux dire, tout ça, tu peux pas le contrôler. Quand tu comprends ça et que tu commences à lâcher le contrôle sur le monde extérieur, il y a une place qui se fait naturellement pour se remettre le contrôle à sa juste place, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. Je veux dire, notre monde intérieur, c'est vraiment c'est nous. Donc en fait, nous sommes presque des dieux de nous-mêmes, puisque en fait, c'est nous qui décidons si le film il est bon ou s'il n'est pas bon, et on a le droit exactement de penser ce qu'on veut d'ailleurs. Oui. Il n'y a pas encore de police de la pensée, fort heureusement.
pour l'instant. Mais pour l'instant, si tu as envie d'imaginer les gens tout nus au supermarché parce que tu es timide et que ça te permet de combattre ta timidité, bah, tu as le droit de le faire. Voilà. Par contre, si tu déshabilles tous les gens dans le supermarché, là, il y a de fortes chances que tu ailles en prison. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, dans la maison que nous, on propose, tu peux citer différentes pièces Ah bah oui, il y a notamment cette fameuse pièce de sécurité par laquelle moi je commence quand je travaille avec mes patients. Parce que il me semble que vu qu'on est quand même, c'est pas pour critiquer le monde, hein, mais dans notre monde occidental, il y a quand même la maladie du siècle, il me semble que c'est un peu l'angoisse quand même. Hein. C'était peut-être le mal de dos au siècle dernier, paraît-il, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt l'angoisse. Et je trouve que c'est peut-être travailler à réduire ces angoisses, c'est bien aussi pour les autres, je pense. Pas que pour soi. Tu vois, quand je te disais se rendre heureux est un devoir, bah, ça va. Tous les gens que tu vas côtoyer, tu vas leur filer un peu moins de cortisol, donc tout le monde sera content, tu vois. Après, il y a d'autres pièces, on peut s'amuser. Hein, alors, dans les pièces que nous, on a travaillé ensemble, il y a la pièce de la joie, parce qu'on peut aussi invoquer un moment joyeux, un moment qui va nous donner de la sérotonine à un moment donné où on a besoin de sérotonine, parce que ça fait du bien. Parce que se reprojeter, se mettre un film d'un bon souvenir, d'un moment, même d'un moment drôle parfois, parce que heureusement que dans la vie, il y a quand même des moments très drôles, repenser, réinvoquer ce moment-là, ça va te faire marrer encore. Et quand tu rigoles, même sur un truc qui a 10 ans d'âge, et que tu n'as pas oublié, parce qu'en fait, c'est bien ancré, et tu travailles à le faire perdurer, c'est-à-dire que plus tu vas le réinvoquer, et plus ce souvenir-là va bien fonctionner, va être bien vif, présent, en fait. On invoque dans le présent. Hein. Oui. Ça a beau être un souvenir du passé, les souvenirs douloureux, quand on les invoque dans le présent, on sait très bien qu'on ressent la douleur comme si c'était là, maintenant. Bah là, c'est la même chose avec les bons souvenirs, par exemple. Et la pièce de la colère, c'est peut-être un peu différent. L'idée, c'est pas de mettre les gens en colère au moment où ils l'écoutent, mais de leur donner des outils pour la prochaine fois où ils seront vraiment en colère. Oui, et puis aussi, tu sais, c'est aussi le fait de rencontrer son émotion, ce que je te disais tout à l'heure. Parce que des fois, tu es super en colère, mais tu gardes tout pour toi, parce que pareil, c'est pas... Je peux comprendre que ce ne soit pas socialement très bien admis d'exprimer sa colère à tout bout de champ, et ça, c'est OK, tu vois. Mais quand même, il faut trouver une solution pour la vivre plutôt que de la contenir, parce que peut-être que tu connais ça toi aussi, et moi, à un moment dans ma vie, j'étais un peu comme ça aussi. Tu gardes, et puis un jour, il y a un gars qui te dit « Ah, mais elle est étrange la couleur de tes chaussures », et là, tu vas le démonter, parce qu'en fait, il va tout se prendre pour tous les autres qu'il y a eu avant, tu vois. Tout sort d'un seul coup, et là, bah, lui, il n'a rien demandé. Il n'aurait juste pas dû évaluer la couleur de tes chaussures, c'est tout, mais lui, il ne le saura jamais, tu vois. Mais toi, tu le sais, par contre. Donc, l'idée, c'est que quand même, si tu arrives à écluser un petit peu à la fois, c'est-à-dire, là, c'est pareil, tu peux... Parce que là, on s'est amusé à casser des objets, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, tu peux payer $50 et tu arrives dans un hangar, il y a plein d'objets, tu as des battes de baseball et tu détruis tout. Mais là, encore une fois, on est dans... alors, je suppose que c'est peut-être utile, mais ça fait quand même beaucoup d'objets cassés à la fin, quoi, je veux dire. Oui. Alors que, en fait, le fait de se le représenter, de se l'imaginer, comme imaginer, c'est comme faire. Bah, tu peux même mettre des objets en cristal qui valent super cher et tout péter. Ils se reconstituent instantanément à la fin, donc c'est très bien. Tu vois. Et ça permet de rencontrer sa colère. Oui. Parce que la colère aussi, ça va te faire générer des neurohormones, du cortisol, etc. Et tu sais, des fois, il y a des gens qui sont... On le sait bien que le stress, la colère, toutes ces choses-là, au bout d'un moment, ça finit par donner des brûlures d'estomac, mal au dos, tu vois, tout ça, c'est l'impact de ces neurohormones sur nos organes, sur notre corps en général, quoi. Et peut-être pour finir sur le programme, même si on n'a rien d'autre à faire que s'installer confortablement et écouter, on peut peut-être expliquer la technique utilisée. Est-ce que c'est une forme de conversation hypnotique? En fait, tu fais un guidage pour imaginer la pièce. C'est de l'hypnose? C'est de l'hypnose. Et c'est exactement un guidage, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on donne un peu, avec ce qu'on a fait, la voix, quoi, d'une certaine façon, sur, là, c'est des exemples de pièces, mais après, si les gens ont envie de s'amuser à créer d'autres pièces en fonction de choses qui leur sont vraiment importantes, spécifiques pour eux, etc., et j'ai envie de dire, amusez-vous, quoi, parce que... La maison est infinie. Ah oui, la maison est infinie. Dans les pièces qu'on a développées, moi, par exemple, dans ma maison intérieure,
J'ai des pièces qu'on n'a pas forcément évoquées dans le programme, mais parce que c'est des pièces peut-être plus simples. Tu sais, un exemple tout bête, et pour moi ça compte, mais peut-être que pour d'autres ça ne compte pas. Moi j'ai été élevé près de la mer, donc en fait pour moi la mer ça a toujours été dans mon entourage, dans ma prime jeunesse. Et je trouvais que métaphoriquement, le fait de poser mes yeux sur l'horizon, ça m'a toujours donné une respiration, quoi. Ça m'a toujours fait du bien de voir l'horizon. Même si l'horizon n'existe pas, comme tu sais, c'est très subjectif aussi ça. Ouais. Mais en ville, dans les terres, en tout cas dans le centre-ville, etc., c'est assez rare que tes yeux se posent sur l'horizon. Et je trouve qu'au bout d'un moment, ça me manque. Et ça a tendance des fois je me sens un peu étouffé et j'ai besoin de voir l'horizon, mais j'ai pas tout le temps l'occasion d'aller sur la côte parce que j'ai un boulot. Par contre, dans ma maison, j'ai une porte. Tu sais, il y a un tableau de Magritte. Je te disais, j'aime beaucoup le surréalisme. Et il y a une porte et en fait, je l'ouvre et derrière, c'est la Côte d'Opale. Tu vois, comme dans ce tableau de Magritte où tu sais, il y a cette porte qui s'ouvre et puis il y a la mer derrière. Et en fait, du coup, ça me permet de visualiser l'horizon. Et d'avoir ce bol d'air qui te manque. Parce que l'horizon, il est en moi, en fait. Et même quand tu l'as devant toi, il est quand même en toi. Tu vois ce que je veux dire? Les deux. Oui, les deux. Ah ouais. C'est une connexion entre toi et le lointain, quoi. Il y a des patients qui, parfois, on évoque justement une des pièces que là, nous, on n'a pas évoqué non plus, mais qui peut être une piste aussi pour d'autres personnes, c'est la pièce des dossiers embarrassants. On en avait parlé. Ouais. C'est la pièce des dossiers embarrassants. C'est intéressant parce qu'il y a, alors pour beaucoup de gens, c'est soit la cave, soit le grenier. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est pas pareil chez tout le monde. Et il y a des gens, la pièce des dossiers embarrassants, devant, il y a une grosse porte de coffre-fort. Tu vois, c'est vraiment bien verrouillé. Et tu peux te dire, tiens, bon, voilà, là tu la vois, tu vois, au moment où j'en parle. On la voit, cette porte de coffre-fort. Alors, je ne sais pas si pour toi, c'est au grenier, ou si c'est à la cave, ou si c'est autre part, mais tu peux travailler à déjà te dire, est-ce que la porte du coffre-fort, est-ce qu'il y a un moyen de l'ouvrir, ou est-ce qu'on peut la changer? Comment elle est? Ça fait quoi quand tu la touches? Est-ce qu'elle est si dure que ça? Est-ce que finalement, c'est pas une porte de coffre-fort en caoutchouc, peut-être? Tu vois, peut-être que ça a l'air verrouillé, mais ça l'est peut-être pas tant que ça quand même. Donc, tu vois, explore, en fait. Tout ça, c'est à l'intérieur. Donc, souvent, c'est le fait de ne pas la regarder en face, cette porte, qui fait qu'elle est verrouillée. Quand tu te dis, tiens, je vais jeter un petit coup d'œil à ton rythme, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des jours où tu n'as pas envie, parce que tu ne t'en sens pas la force, ok. Puis un jour, tu dis, tiens, aujourd'hui, je vais regarder un peu plus dans ta tête. Le film, c'est quoi? Cette porte, elle est comment? Tiens, ça fait quoi quand je la touche? Ah tiens, c'est marrant, elle n'est pas comme je pensais. Et puis, tiens, elle est entrouverte finalement, tiens, c'est rigolo. C'est là que c'est assez beau quand même, c'est que les choses qui te hantent le plus, qui te font le plus peur, c'est vraiment les choses que tu refuses de regarder. Parce que l'imagination amplifie tout, et quand tu sais que ça, tu te fais une représentation de comment ça va te meurtrir et te blesser, alors que c'est pas forcément la réalité. C'est exactement comme dans Les Dents de la Mer, le génie de Spielberg, c'était de ne jamais montrer le requin. Oui, la petite musique qui va avec, et puis voilà. Et oui, le requin, alors ça a traumatisé des générations de gens, ce film, y compris ma femme qui n'ose plus aller se baigner dans la mer si elle voit pas ses pieds. Toujours le truc des... Et en fait, chacun se fait sa propre représentation du requin, forcément la pire. Il est en carton en plus. À la fin, avec les moyens de l'époque. Ah, mais c'était ça en fait le requin. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc tout est à la fin. Tu vois bien que le requin, c'était juste un truc en carton-pâte. J'ai bien aimé parce que quand tu as parlé de la maison, là, tu as dit à Mélanie, mais tout ça, c'est à l'intérieur. Et en fait, cette maison des émotions, on la fabrique avec notre cerveau, mais tu as montré là. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc du cœur aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc, c'est au croisement un peu entre les deux. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a la citadelle intérieure qui est plutôt là un truc du mental quand même, parce que les stoïciens, c'était quand même plutôt des manteaux. Il y a un côté forteresse imprenable en plus. En plus, tu sais, les stoïciens, ils étaient. C'était pas la même époque non plus. Hein. Il y avait souvent des guerres, tu te faisais couper en deux pour moins que ça. Et il y a le royaume intérieur, c'est autre chose. Et là, on est plus dans le côté spirituel et on est plus dans le cœur, effectivement. Ouais. Il y a quelque chose avec ça. C'est un bon mot de la fin.